Bonjour à tous. Une nouvelle avalanche de critiques s'abat sur le gouvernement de la République du Cameroun. Selon le quotidien Émergence, le rapport de l'Union européenne et ses résolutions crucifient le régime de Yaoundé en dressant un portrait noir du contexte sociopolitique camerounais. Le Parlement de l'Union européenne, dans une série de résolutions, déplore les actes de torture, les disparitions forcées, les exécutions extrajudiciaires, le harcèlement et l'intimidation des militants politiques au Cameroun sur le théâtre de la crise anglophone et la lutte contre le terrorisme à l'extrême nord du Cameroun. Au-delà de demander la libération de Maurice Kamto et ses militants du MRC, le Parlement européen menace de saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies pour mettre fin aux violences meurtrières dans les régions anglophones si les pourparlers de paix ne sont pas engagés au niveau du Cameroun. Au regard de cette prise de position des députés européens, le quotidien Le Jour estime que la pression internationale s'accentue sur Yaoundé et la réplique ne s'est pas fait attendre. Le Sénat de la République du Cameroun s'insurge contre les résolutions du Parlement européen, lesquelles résolutions se fondent sur des contre-vérités à propos de la situation sociopolitique et sécuritaire du Cameroun. Dans un communiqué signé du président du Sénat, la Chambre haute du Parlement rassure que le Cameroun est un État de droit où se conjugue l'unité nationale, la cohésion sociale dans un système de gouvernance décentralisé. La situation politique et sécuritaire du Cameroun, décriée dans les résolutions du Parlement européen, reflète-t-elle la réalité vécue par les Camerounais durant leur quotidien? Pourquoi la communauté internationale durcit le ton face au gouvernement de la République? Comment décrisper le climat sociopolitique et la situation sécuritaire au Cameroun? Ces résolutions du Parlement européen doivent être transmises au gouvernement John Gouté 100 jours après sa mise en place. La nouvelle expression constate la platitude dans les actions gouvernementales. Pourtant, Cameroun Tribune célèbre le dynamisme impulsé depuis l'arrivée de Joseph John Gouté à la tête du gouvernement de la République du Cameroun. Que vaut ce dynamisme devant l'ampleur des crises actuelles vécues dans le pays? Mesdames, Messieurs, ces questions constituent l'ossature de droit de réponse. Bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière des analyses effectuées sur ce plateau. Et pour cette nouvelle édition de droit de réponse, je reçois Charles Lisan. Bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à tous nos autres invités, bonjour à tout le Cameroun. Je précise que vous êtes militant du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir. Président de section OGRDPC. Et président bien sûr de la section de l'organisation des jeunes du RDPC de Nubel, dans l'arrondissement de Douala 2e. Tout à fait. Merci d'être avec nous ce dimanche. Également présent sur ce plateau ce dimanche, Maître Roland Diéou, bonjour. Bonjour Cédric Noufélé, bonjour à tous mes copanélistes et bonjour aux millions de téléspectateurs de Equinox TV. C'est toujours un plaisir de répondre à votre invitation pour partager avec nos concitoyens quelques analyses, quelques points de vue, quelques opinions sur la marche de notre pays et du monde. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Tout à fait. Également présent sur ce plateau ce dimanche, Alain Difou. Bonjour Alain. Bonjour Cédric et merci pour l'invitation. Journaliste conseiller du directeur de publication du journal Le Messager. Merci d'être avec nous ce dimanche. Le quatrième panéliste sur le plateau de droit de réponse. Il est l'un des éditorialistes de la Nouvelle Expression, consultant sur droit de réponse, Edmond Kambia. Bonjour Edmond. Bonjour Monsieur Noufélé. Je salue tous les copanélistes. Je souhaite une bonne fête de Pâques à tous les chrétiens du Cameroun, d'Afrique et du monde entier. Et ce dimanche de Pâques, un titre de la presse qui a retenu l'attention après la publication des résolutions du Parlement européen, un rapport de l'Union européenne qui crucifie le Cameroun, titre ainsi le quotidien Émergence. La Nouvelle Expression en a fait également grand cas cette semaine, ces résolutions du Parlement européen. Avec vous, Edmond Kambia, inattendu, les décisions du Parlement européen sur la situation politique et sécuritaire du Cameroun. Quelles sont les résolutions les plus importantes qui ont retenu votre attention? Oui, le Parlement africain a réagi. Parlement de l'Union européenne. Le Parlement de l'Union européenne
qui est composé de 27 États, il faut le dire, d'Europe. Donc c'est une instance suprême au niveau le plus élevé en Europe qui a pris la décision. C'est une résolution. Et cette résolution met en valeur ou alors met en exergue un certain nombre de considérations, un certain nombre de principes qu'il faut énoncer. Et l'une des premières décisions fortes de cette résolution, c'est la libération immédiate de Maurice Kamto, de ses alliés et de toutes les autres personnes qui sont détenues dans le cadre des marches pacifiques du 26 janvier dernier. Une autre résolution forte concerne la nécessité pour le Cameroun d'ouvrir un dialogue inclusif afin de trouver une solution pacifique et durable à la crise anglophone. Il y a d'autres points forts dans ce texte majeur qui concernent la nécessité pour le gouvernement de faire en sorte que le climat sociopolitique qui est tendu puisse être détendu. Il y a une dégradation de la situation sécuritaire, il y a une dégradation de la situation socio-économique. Le Parlement européen estime qu'il est important pour le Cameroun de faire en sorte que ce climat la baisse pour que la situation soit meilleure. Il y a une autre résolution forte, un autre point fort de cette résolution que je ne peux pas ne pas laisser passer, c'est la nécessité pour le gouvernement de faire en sorte que les partis politiques puissent se retrouver ensemble de manière à trouver une solution consensuelle à la réforme du système électoral. Voilà les points majeurs, me semble-t-il. Alors dans ces résolutions, vous l'avez signalé, Edmond Kamgia, le Parlement européen qui déplore les actes de torture, les exécutions extrajudiciaires et les assassinats sur le théâtre de la crise anglophone et la lutte contre le terrorisme à l'extrême nord. Et le Parlement européen tient pour responsable à la fois les différents groupes terroristes, mais aussi certains éléments des forces de sécurité et de défense. Alain Ndjifou, un nouveau rapport, de nouvelles résolutions qui accablent le gouvernement camerounais dans sa gestion des multiples crises vécues au Cameroun. Il faut le dire, pour le déplorer, ce n'est pas la première fois qu'il y a une telle sortie venant des puissances étrangères qui s'inquiètent, qui s'indignent à propos de la dégradation, n'est-ce pas, du climat sociopolitique en général au Cameroun, et singulièrement le non-respect à bien des égards des droits de l'homme. On a vu à travers la lutte menée contre les fous de Dieu, la secte salafiste Boko Haram. On l'a vu également dans la situation insécuritaire qui sévit depuis 3 ans dans les régions anglophones, notamment le nord-ouest et le sud-ouest, où il y a une sorte de répression aveugle de tout ce qui est mouvement de revendication politique de ce côté. Et donc, cette situation ne pouvait qu'émouvoir une fois de plus la communauté internationale qui a fait donc une sortie pour appeler au dialogue. Edmond l'a si brillamment sommarisé un tout petit peu. Et nous pensons que cette sortie du Parlement européen n'est pas fortuite. Ça vient juste donner plus de poids à tout ce que nous émettons sur les plateaux, dans nos écrits, dans nos différents papiers au quotidien, à savoir l'urgence de s'asseoir autour d'une table pour parler vrai, pour examiner le problème anglophone et jeter les bases d'une résolution durable d'un conflit qui n'a que trop duré. Le Parlement européen qui regrette l'arrestation de Maurice Kamto et d'autres militants du MRC et déplore les conditions de leur procédure judiciaire et demande la libération du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun et d'autres militants de son parti politique. Maître Roland Djiou, comment vous réagissez à la suite de ces résolutions du Parlement européen qui concernent la situation politique et sécuritaire au Cameroun? J'ai envie de dire, Monsieur Noufélé, j'ai envie de dire que le Parlement européen, en réalité, s'est simplement donné une tâche de résumé. Le rapport que vous avez indiqué dans votre propos liminaire est une sorte de résumé de tout ce qui se dit depuis un peu plus de 3 ans concernant le Cameroun.
il y a un résumé de la situation au nord-ouest et au sud-ouest, il y a un résumé de la situation, disons, des droits civils et politiques de manière générale au Cameroun, il y a un résumé de la situation, on va dire, électorale du Cameroun avec un point d'ancrage sur la situation des prisonniers politiques, parce qu'il convient désormais de se mettre d'accord dessus, qu'il s'agit bien, en ce qui concerne le président Kamto et nos camarades, nos 200 camarades environ qui sont actuellement emprisonnés à Yaoundé, de prisonniers politiques. L'Union européenne a simplement, désormais, pris sa propre position, elle aussi, et cette fois-là, de manière, pour donner quelques petites leçons de démocratie à nos pays, de manière démocratique, parce que c'est à l'issue d'un débat, et d'un débat contradictoire au sein du Parlement français, au sein du Parlement européen, où on a d'ailleurs été curieux d'observer que ceux qui se sont érigés en défenseurs du Cameroun dans ce Parlement-là se recrutent essentiellement parmi les ressortissants de la France. Il ne vous a pas échappé qu'au cours de ce débat-là, 2 députés français ont pris fait et cause pour le gouvernement camerounais en remettant au goût du jour, en quelque sorte, la rengaine, la même rengaine que le gouvernement camerounais lui-même a essayé de mettre en avant depuis un certain temps, comme quoi nous serions dans un état de droit, comme quoi il y aurait des exagérations, comme quoi il faut respecter la souveraineté du Cameroun et éviter l'ingérence. Peut-être qu'il faudrait que je fasse une petite parenthèse sur cette notion de souveraineté et d'ingérence, pour dire que je suis d'accord quand on parle de souveraineté, quand on parle de nos États, mais à qui appartient la dite souveraineté? Est-ce que la souveraineté appartient aux dirigeants ou est-ce qu'elle appartient au peuple? Il nous semble que selon la Constitution, c'est bien au peuple que revient la souveraineté. Et c'est dans ce peuple-là qui doit pouvoir s'exprimer. Et nous sommes précisément dans le cas d'un peuple qui est opprimé par ses dirigeants, lesquels dirigeants brandissent la notion de souveraineté pour un peu se protéger de ceux qui sont ses partenaires, qu'ils ne critiquent pas quand ses partenaires leur viennent en aide. Je dois signaler que l'Union européenne, et d'ailleurs certains députés ont fait cas de cela, que l'Union européenne et le Cameroun ont une forte tradition de coopération, aussi bien sur les plans techniques, sur les plans financiers, même que sur les plans militaires. Quand cette organisation vient en aide, entre guillemets, au Cameroun, personne ne vous parle d'ingérence. Personne ne vous parle de violation de la souveraineté. Mais lorsque ces mêmes partenaires, en vertu évidemment des accords, des instruments qui nous lient, attirent l'attention de nos dirigeants vis-à-vis de ce que ces dirigeants-là font au peuple souverain, alors ces mêmes dirigeants se mettent à crier en disant qu'il y a atteinte à la souveraineté. Je voulais également, pour terminer, indiquer qu'il a fallu que ce soit les puissances, par exemple les États-Unis, l'Union européenne, pour qu'on ait des réactions du gouvernement camerounais. Je fais noter que depuis la résolution de l'Union européenne, on a vu le ministre des Relations extérieures prendre un communiqué, disons, circonstancié. On a également entendu le président du Sénat, parce que je tiens à rappeler que le Sénat n'est pas une personne. Le Sénat est un organe. Mais lorsque, depuis 3 ans, les politiques camerounais, les acteurs de la société civile ont touché du doigt la même question, on n'a pas vu les mêmes réactions. Le Parlement de l'Union européenne, le Parlement européen qui demande de mettre un terme au harcèlement et l'intimidation des militants politiques de l'opposition en levant l'interdiction des rassemblements et des manifestations publiques au Cameroun. Charles Élison, est-ce que cette critique du Parlement européen sur la gestion de la vie politique au Cameroun reflète la réalité? Il faut d'abord rappeler, M. Nofele, que la souveraineté qui appartient au peuple camerounais n'appartient pas à un parti politique. Que ce parti politique-là qui se gargarise d'avoir cristallisé toute une réunion du Parlement de l'Union européenne, de croire que le peuple, c'est ce parti. Le peuple camerounais dont on parle ici s'est exprimé le 7 octobre 2018 et a fait onction à Paul Biya pour le diriger pendant les 7 prochaines années qui arrivent. Voilà le nœud gorgien du problème. Toutes les autres incantations qui font croire que... Parce que quand je vois un consultant
qui commence dans ses résolutions en parlant d'abord de la libération immédiate de M. Kamtou et de sous-entendre les autres. D'abord dire que pour lui, en priorité, c'est d'abord sa libération. Le dialogue inclusif vient après, le climat sociopolitique vient après, et à la fin, le fond du système électoral. On met d'abord la libération immédiate, j'y arrive. Vous me laissez pas. Sur les résolutions du Parlement européen, j'y arrive. Je vous en prie, pour aller dans votre sens, pour vous permettre de pouvoir rebondir. Oui. Sur la résolution du Parlement européen, vous allez le relever. La deuxième résolution condamne le recours excessif de la force contre les militants du MRC et demande la libération. Est-ce que ce n'est pas un point important évoqué par l'Union européenne sur ce point précis? Il faudrait d'abord dire que ce n'est pas l'Union européenne qui s'est exprimée. Le Parlement européen, tout à fait, qui est un organe de l'Union qui se européenne, place au-dessus quand même des autres institutions de l'Union européenne. Alors, sur le fond de ces résolutions, qu'est-ce que vous en pensez? J'y viens, j'y suis. La deuxième chose, c'est qu'il s'agit là tout simplement des relations diplomatiques et des relations de groupes de pression qui unissent certains Camerounais avec d'autres groupes. Je suis tout à fait d'accord, moi qui suis du RDPC, que le climat sociopolitique actuellement au Cameroun est présent. Mais ce n'est pas au MSC de nous le rappeler. Ça n'empêche pas les autres partis politiques de se mouvoir tranquillement sur la sphère politique. On a les autres leaders de partis politiques qui continuent à travailler sur le terrain et qui continuent à glaner les foules pour que les foules s'inscrivent pour les échéances qui arrivent. La vie politique du Cameroun ne se résume pas au MRC. Je suis désolé, ni au RDPC, ni au SDF. Non, c'est tout cet ensemble-là qui forme la vie politique du Cameroun. Donc, en ce qui me concerne, le climat socio-politique du Cameroun n'a pas de problème. Deuxième chose, ce n'est pas le fait d'avoir été deuxième à l'élection présidentielle qui vous met extrajudiciable. Non. Si l'Union européenne veut que le Cameroun respecte les droits de l'homme, c'est qu'il y a d'abord une accusation infondée, que l'Union européenne commence par respecter la constitution du Cameroun, qui veut que les ressortissants du Cameroun respectent aussi les institutions de ce pays. Le Conseil constitutionnel a statué et a désigné un des candidats vainqueurs à l'élection, alors que ceux-là qui veulent brasser de l'air, qui veulent amener... Mais officiellement, ceux qui sont arrêtés aujourd'hui ne sont pas accusés par la justice d'avoir contesté l'élection présidentielle. Ils sont accusés d'insurrection. Justement, ça n'a rien à voir avec la politique. Ces accusations-là, le Parlement européen estime qu'il y a une attente à leurs droits. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Non, le Parlement européen aurait dû, dans ce sens-là, demander à ceux qui sont mis en cause, ceux qui sont détenus, et que je regrette, moi, sincèrement, politiquement parlant, ce ne sont pas des prisonniers politiques. Et ce Parlement européen aurait dû demander à ceux-là de respecter aussi scrupuleusement les lois de leur pays. C'est ce que le Parlement européen devrait faire. Et puis, il y a quelque chose qu'il faut dire, c'est que le Parlement européen, les députés, certains députés ont été saisis en raison des liens qui unissent certains députés avec ceux qui sont de l'intérieur. Mais il y a aussi la contre-offensive diplomatique qui est en train de se mettre en marche. Le seul problème qui se pose, c'est que le Parlement, ces députés ont des mandats déjà finis. Et actuellement, le Parlement européen n'a plus de députés actuellement. Donc, ils vont reprendre dans quelques mois, puisqu'ils sont actuellement chacun en campagne. Et ils vont revenir, je crois, la première session aura lieu en juin. Donc, ça donne un mois et demi de vide. Et vers qui allons-nous causer? Il faut tout simplement expliquer. Vous savez, quand Dupond-Moretti est arrivé au Cameroun, il était certain de trouver un pays qui frisait les singes qui volaient de liane en liane. Mais j'ai été surpris que lors de sa sortie médiatique, sa première, il demande plutôt une audience de la part de son client au président de la République. Je me suis posé plusieurs questions. Et lui-même, dans son envolée lyrique, a dit ce que j'avais du Cameroun quand je venais, ce n'est pas ça. Et c'est exactement ça qui se passe là. Certains députés ont eu des rapports venant du Cameroun, peut-être à travers certains médias, à travers certains réseaux sociaux. Alors, il s'agit maintenant qu'une contre-offensive au gouvernement, et ne vous en faites pas, elle est en route. Et vous verrez que dans quelques jours, le même discours ne tiendra plus. Et puis, une institution aussi prestigieuse que l'Union européenne ne donne pas des ordres à un État souverain. Alors, Roland Djehou, sur les exceptions et les appréhensions que soulève sur ce plateau Charles Lisan concernant la position du Parlement européen qui ne doit pas donner des injonctions à un gouvernement de la République du Cameroun qui reste souverain. Et il fait savoir qu'il n'y a pas que le MRC, d'autres partis politiques peuvent librement s'exprimer au Cameroun.
Comment vous réagissez? Moi, je crois que s'il y avait à le remercier, j'aurais vraiment remercié M. Zanzan parce qu'il a précisément indiqué à travers son exemple que le MRC fait l'objet d'un acharnement. Parce que si les autres partis, comme il le dit, ce dont je doute, mais admettons qu'il ait raison, si les autres partis peuvent librement exercer leurs activités au Cameroun, comment expliquer que ceux du MRC qui décident ne serait-ce que de mettre la propreté se font arrêter par des commissaires de police? Bon, arrêtez un peu ça. Voilà, arrêtons un peu ça. Parce que vous vivez au Cameroun et nous vivons sur la Lune. C'est ça, vous vivez sur, Voilà. sur Facebook. Je voulais donc dire, M. Noufele, que ce dont le rapport de l'Union européenne parle, il faut être de mauvaise foi pour ne pas le reconnaître. Il y a au Cameroun actuellement une situation qui ressemble à une suspension de fait du MRC. C'est un fait, cela. On ne vous l'enseigne pas quand on vous dit que dans ses propres sièges régionaux, dans les quartiers, le MRC n'arrive pas à tenir des réunions parce qu'on vient leur dire que c'est interdit. Parce qu'on les empêche de faire ce travail-là. Nous, MRC, on le vit dans notre chair. Monsieur Zanzan, je vous prie très respectueusement de me laisser élaborer. Je ne l'ai pas fait quand vous aviez la parole. Et vous voyez bien que si l'Union européenne observait cette émission, elle se rendrait bien compte que lorsque le MRC a la parole, le RDPC s'organise pour la lui retirer. J'étais donc en train de dire que pour ce qui concerne la situation socio-politique, il y a un accord tacite d'un certain nombre de formations politiques au Cameroun pour passer à autre chose, comme on le dit souvent, pour tourner la page, pour, entre guillemets, préparer les prochaines élections, comme si, du jour au lendemain, entre le 7 octobre et aujourd'hui, le Cameroun est redevenu ou devenu un État vertueux du point de vue électoral, pour ne prendre que cet exemple-là. Alors que les mêmes qui parlent de passer à autre chose sont tout à fait d'accord pour dire qu'il y a eu, le 7 octobre, des fraudes massives, barbares, qui ne peuvent pas permettre qu'on dise des élections qui sont déroulées, des résultats proclamés, qu'elles soient sincères. Voilà, pour le moins, je ne vais pas aller jusqu'à dire qu'il faut parler de hold-up électoral, comme c'est le cas pour notre posture au MRC. Je dis simplement, peut-on jurer la main sur le cœur que les élections du 7 octobre reflètent les résultats qui ont été publiés? Toute personne au Cameroun d'à peu près bonne foi, d'ailleurs, c'est sur un nouveau plateau, non, c'est sur un plateau concurrent, qu'un haut cadre comme M. Zanzan du RDPC, M. le professeur Messanga Nyamdine disait que lui, il est tout à fait compris, il comprend tout à fait qu'on puisse frauder lorsqu'il n'y a pas de représentant d'un parti de l'opposition dans un bureau de vote quelque part. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le peuple souverain décide de confier la gestion des élections à un organe dit indépendant. C'est-à-dire qu'on dit, et les CAM, vous êtes nos yeux, vous êtes nos mains, nous vous faisons confiance pour que vous organisiez des élections de manière juste, libre, transparente et équitable. Et les CAM vous dit, si vous, du MRC, vous n'avez pas de représentants, je ne vous garantis rien. Je ne vous garantis pas la crédibilité du score. Je ne vous garantis pas la sincérité du vote. Je peux laisser le RDPC frauder. Et quand cela se fait, ce sont les mêmes qui disent, oh, vous auriez dû avoir des représentants dans les bureaux de vote. Soit, mais quel est le rôle de l'ECAM dans ce cas de figure? Ça, c'est des exemples pour dire que il est clair que la bonne foi voudrait, au minimum, que l'on s'entende, que l'on s'accorde sur les actions qui peuvent permettre qu'avant les prochaines élections, et là je reprends ce que l'Union européenne a dit, qu'avant les prochaines élections, qu'on ait un code électoral consensuel, qu'avant d'aller aux élections, qu'on s'assure que tous les Camerounais pourront voter. Ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest précisément nous laisse penser qu'il n'y aura pas élection dans cette zone-là, comme il n'y a pas eu élection présidentielle dans le nord-ouest et le sud-ouest. L'Union européenne qui déplore le manque de volonté des deux parties en conflit dans les régions anglophones pour s'engager dans les pourparlers de paix, et le Parlement de l'Union européenne qui insiste auprès de l'Union africaine et la communauté économique d'Afrique centrale pour qu'elle s'emploie à convaincre le Cameroun d'organiser des pourparlers de paix, et si rien n'est fait, le Conseil de sécurité des Nations Unies sera saisi de cette question. Sur cette problématique, Alain Dipou, comment vous appréciez la démarche du Parlement européen concernant le Cameroun?
C'est un énième appel au dialogue. C'est pas un discours nouveau. Depuis 3 ans que cette situation délétère perdure dans ces régions, toute la classe politique, la société civile, tout le monde, les églises, les religieux ont appelé au dialogue. Mais seulement on a le sentiment que le régime est un peu sourd, muet. Et peut-être c'est cette sortie du Parlement européen qui fait en sorte que pour une fois, on commence à avoir une réaction intéressante du régime de Yaoundé qui est sur la défensive. Pas pour dire que, ok, nous avons compris, nous allons accéder à vos doléances. Bon, maintenant, pour revenir un peu sur ce que le président Zan a souligné tout à l'heure concernant la crise sociopolitique, qui, selon lui, n'a aucun problème. Non, on ne peut pas le dire. Sauf si vraiment on est de très mauvaise foi, sauf si on fait preuve de myopie. Il est clair, il est constant que depuis un certain temps dans ce pays, la plupart des formations, des organisations politiques, quand bien même déclarent des manifestations, ces manifestations auprès des autorités administratives sont systématiquement interdites. Donc il y a un climat qui n'est pas propice à ce que les partis politiques mènent leurs activités en toute quiétude. Ça, c'est un fait. Et je crois que cette résolution de l'Union européenne va dans ce sens, dans le sens de décrisper cette ambiance morose qui est entretenue volontairement. Et pour moi, sans véritablement pertinence par le régime en place. Donc, mais quel est l'intérêt de ce harcèlement, intimidation des militants et même de la presse indépendante? Le Parlement européen l'a souligné. Il y a également des actions qui sont menées pour empêcher la presse au Cameroun de pouvoir mener des investigations sur des terrains assez sensibles. Justement, on est au regret de constater qu'aujourd'hui, que les espaces de liberté chèrement acquis autour des années 90 sont en train d'être réduits comme peau de chagrin. On se croirait dans une forme de dictature. En réalité, on nous vend de l'illusion d'une démocratie. En fait, on nous fait croire qu'on est dans un système démocratique où chacun est libre de s'exprimer, alors que cette liberté-là est contrôlée quelque part, est étouffée même à la limite. Donc, je n'ai pas envie d'utiliser le terme démocrature, qui correspond un peu au schéma dans lequel nous sommes en ce moment. C'est-à-dire que, en fait, c'est tout, sauf un régime démocratique pur. C'est-à-dire, les libertés individuelles sont confisquées. Ce n'est pas pour dire qu'il faut simplement danser le régime en place. C'est que on ne respecte pas les lois qu'on s'est données librement. J'en veux pour preuve le cas du président Maurice Kamto et ses camarades. Dans quelles conditions ont-ils été arrêtés? Est-ce que dans ce pays, la loi nous prescrit d'aller arrêter quelqu'un sur la base d'un mandat de perquisition? Non. Dans ce pays, est-ce que la loi nous demande de déporter des citoyens? Est-ce que la loi nous autorise à juger les civils dans un tribunal militaire? Ça, vraiment, ça, c'est des questions sur lesquelles on peut tirer des conclusions sur le climat sociopolitique qui est véritablement délétère et puis qui justifie l'idée selon laquelle effectivement on est en train de reculer, notre démocratie recule plutôt, parce qu'en réalité on se croirait même dans un régime totalitaire, on n'est pas différent de ce schéma-là et donc quand l'Union européenne tire la sonnette d'alarme, une énième sonnette d'alarme, ça rejoint tout ce que nous disons au quotidien ici. Mais personne ne veut nous écouter. Le Parlement européen qui exprime ses vives préoccupations quant à la dégradation de la situation socio-politique au Cameroun, Edmond Kambia, sur ses inquiétudes relatives au harcèlement, l'intimidation des militants, de la presse indépendante au Cameroun et l'interdiction systématique des rassemblements et des manifestations publiques de certains partis de l'opposition. Est-ce que cela reflète la réalité vécue au Cameroun, ce qui est évoqué dans ces résolutions du Parlement européen? Monsieur Noufélé, avant de répondre à cette question, je vais faire un certain nombre d'éclairages sur la résolution qui a été prise par le Parlement européen. C'est pour vous dire que ce n'est pas un texte anodin.
et les conditions dans lesquelles ce texte a été préparé montrent à suffisance, et même à travers son contenu, qu'ils ont suffisamment eu de la matière avant d'en arriver à l'adoption, au vote et à l'adoption de cette résolution. En réalité, cette résolution est préparée au niveau des commissions. Parce qu'il y a des commissions parlementaires au niveau du Parlement européen. Et chacune des commissions, en relation avec son domaine particulier, a eu à s'intéresser à cette question sur le Cameroun, sur les droits de l'homme, sur le contexte sociopolitique, sur la question anglophone, a pu faire des propositions. Il y a eu des discussions en commission avant d'en arriver à la séance plénière où la majorité, en tout cas, où tous les députés, les plus de 700 députés européens se sont prononcés sur la résolution et l'ont adoptée en majorité. Et tout à l'heure, Monsieur Dio, maître, évoquait les deux députés, les députés français, mais d'une obédience politique particulière, c'est-à-dire du Front National, qui ont réagi en contre. Il faut dire que ce ne sont pas tous les députés français qui ont adopté la même position. Parce qu'il y a des heureux députés qui sont socialistes, qui sont de droite, qui sont d'autres sensibilités politiques. Ils n'ont pas eu la même opinion que ceux du Front National. C'est important à préciser. Pour vous dire qu'en réalité, tous les députés français n'ont pas adopté la position des deux députés qui ont soutenu le gouvernement. C'est une précision importante qu'il faut donner. C'est-à-dire que les amis du Cameroun en France sont au Front National. Ils sont au Front National, essentiellement. Les autres députés n'ont pas adopté cette même position. Ils ont rejoint leurs collègues, leurs homologues des autres pays pour adopter massivement, de manière majoritaire, cette résolution qui, il faut le dire, a presque valeur de loi. Parce qu'on va revenir sur la question du communiqué du Sénat tout à l'heure. À ce moment-là, je reviendrai davantage pour vous montrer comment est-ce qu'un communiqué ne peut pas répondre à une résolution. Pour répondre directement à votre question, Monsieur Noufélé, il y a effectivement intimidation des militants politiques. Il y a harcèlement des militants politiques. Il y a intimidation et harcèlement même dans la presse depuis 3 ans. Nous, ici, à Equinox Télévision, à la Nouvelle Expression, nous avons été sur le terrain. Les reporters ont été dans le nord-ouest et le sud-ouest, ont rendu compte de la situation. Nous avons été interpellés plusieurs fois par le Conseil national de la communication et par d'autres instances, officielles ou officieuses, pour nous empêcher de rendre l'information comme nous le faisons de manière professionnelle. Nous avons tenu bon, nous avons résisté. Il y a eu l'affaire Mimi Mefo que tout le monde connaît, sur lequel je ne reviendrai pas. Pour vous dire qu'en réalité, toutes ces informations, vous pensez que sur le plan national comme sur le plan international, le Parlement européen n'a pas pu documenter et archiver toutes ces informations? Ce n'est pas possible. Ils le disent dans leur communiqué. Vous savez, dans la résolution qui a été publiée, il y a les vues, il y a les considérants. Avant le corps de la résolution. Dans les vues, ils citent les instruments internationaux et nationaux. Et dans les instruments internationaux, ce sont les traités, les conventions, les recommandations, les résolutions. Mais au niveau des textes nationaux, ils citent la constitution du Cameroun, ils citent les lois du Cameroun, ils citent la loi antiterroriste. Tout à fait. Donc, c'est pour vous dire qu'ils sont renseignés sur le dispositif légal du Cameroun et sur les traités et conventions que le Cameroun a signés et ratifiés. Et se ressent dans toutes les décisions qu'ils prennent, sur tous les points majeurs qu'ils ont pris dans la résolution. Aucun point n'a été évoqué par hasard. Chacun des points est fondé par rapport aux vues, aux considérants. Et les considérants tiennent compte de l'évolution de la situation, l'évolution chronologique, en relation avec l'attitude, la réaction des institutions nationales ou internationales par rapport à la crise anglophone. On sait récemment qu'il y a la Commission africaine des droits de l'homme qui a réagi. Avant cela, il y a la Commission de l'Union européenne qui a réagi à travers la vice-présidente, la haute représentante de l'Union européenne, Madame Mogherini. On sait également que le sous-secrétaire d'État des États-Unis, chargé des affaires africaines, Thibon Nagui, a réagi, a rencontré le chef de l'État, a évoqué la question. Et à la suite d'une intention de la CRTV de manipuler l'opinion, on a vu comment Thibon Nagui a réagi par un tweet pour dire exactement ce qui s'est passé dans son audience avec le chef de l'État. C'est pour vous dire qu'en réalité, cette résolution qui est sortie,
il faudrait que les gens sachent, lorsque le Parlement européen prend une résolution, en général, c'est pour faire émettre son opinion sur une question précise. Ensuite, pour enjoindre une institution ou des États membres à agir dans un domaine particulier. Et dans le cas d'espèce concernant le Cameroun, il faut dire que le Parlement européen, qui regroupe un certain nombre d'États européens, prend cette décision qui va s'appliquer au Cameroun dans ses rapports bilatéraux et multilatéraux avec le Parlement européen. On en parlera. Il faut le savoir. Edmond Kambia, il faut préciser que le Parlement européen fait savoir qu'il est préoccupé par l'utilisation de la loi antiterroriste de 2014 au Cameroun, une utilisation à mauvais escient, fait savoir le Parlement européen, dit-il, pour limiter les libertés fondamentales au Cameroun. Avec vous, Charles Élisant, le Parlement européen qui critique le Cameroun et l'utilisation de ces lois, notamment celle de 2014 relative à la loi antiterroriste, utilisée selon le Parlement européen pour limiter les libertés fondamentales, pour pouvoir justement empêcher des militants, des individus qui, pour leurs opinions politiques, sont contre le régime de Yaoundé. Cédric Noufélé, la loi antiterroriste ne concerne pas les militants politiques. Arrêtons de manipuler les consciences collectives parce qu'on veut faire passer un message. À partir du moment où on va mettre dans un résumé que la loi antiterroriste a mis au gnouf, entre guillemets, certaines personnes, de par leur appartenance politique à un parti politique, ça biaise tout le débat. Je ne suis pas à ma place ici. Ce que je sais, c'est que les griefs qui sont contre ceux qui sont accusés aujourd'hui, c'est insurrection populaire, hostilité envers la nation, terroriste. Ça concerne justement la loi antiterroriste. C'est-à-dire, je n'ai pas besoin de tout ça. Comme je le dis souvent, on n'a pas besoin d'être un excellent avocat pour lire la loi. On n'a pas besoin d'être un consultant, soit c'est MSC bis, soit c'est, je ne sais pas, pour essayer de maquiller la vérité. Mais monsieur, quand il ne m'apprend rien ici, ce qu'il dit, je le sais. Est-ce qu'il fallait suivre la CRTV seulement pour comprendre ce que monsieur Tigor Nagui a dit au sorti de son audience avec le président de la République? Il n'y a que la CRTV qui l'a interviewé. Qu'est-ce qu'il a dit de Paul Biya? Je suis un peu surpris qu'il quitte le Cameroun après une conférence de presse et qu'il aille dans un autre pays dire ce qu'il a dit là-bas et que ça soit relayé ici à profusion par ceux qui estiment que le Cameroun Biya partira parce que Tigor Nagui a parlé. Je suis un peu surpris. Je suis surpris de voir ici un journaliste comme M. Ndipo qui me fait comprendre que la loi est piétinée par l'État du Cameroun et que ceux-là respectent la loi et parce que l'État du Cameroun... Vous déformez mes propos. Ah ok, je m'excuse. Non, moi je suis... Donc maintenant, je continue à vous dire que le langage a changé dès la deuxième prise de parole de mes autres copanélistes. Au départ, c'était que le climat socio-politique au Cameroun est délétère du seul point de vue du MLC et son embrigadement. Et qu'il Après, a dit, on a dit non, les organisations de la société civile, les autres partis politiques ne se meuvent pas. Non, tout le monde se meut. Madame Kawala, je ne sais pas ce qui lui a pris, a fait une sortie de l'autre côté là où elle est et a parlé de ce qui se passe dans ces zones du nord-ouest et du sud-ouest. Vous avez vu le traitement qu'elle a aujourd'hui à travers les médias et à travers les réseaux sociaux? Parce que Kawala a dit ce qu'elle pense, parce qu'elle n'a pas dit que le gouvernement camerounais ne fait pas ce qu'il fait, non, parce qu'elle a plutôt pointé du doigt le véritable problème qu'il y a dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Parce qu'on est dans une confusion totale des revendications sécessionnistes et des revendications socio-professionnelles qui ont eu lieu à ce moment-là dans ces régions-là. Une confusion totale. Dès qu'elle a essayé d'éclairer l'opinion internationale à partir de la ville où elle se trouve et que sa voix porte en tant que leader d'opinion, non, Kawala est devenue sardinable. Kawala n'est plus ce qu'elle était, il faut l'insulter, il faut l'appuyer. Non. Autre chose que je vais dire, c'est là. Monsieur Ndjou nous parle de ce gouvernement-là qui piétine la loi, qui les piétine, alors qu'il sait qu'eux-mêmes, ils ont saisi le tribunal administratif pour rejeter la note de monsieur Antangandi. Mais et qu'est-ce que le tribunal a dit? Peut-être cette fois-ci, ils font confiance au tribunal quand le tribunal leur donnera raison. Peut-être après, ils diront que le tribunal est à la solde du RDPC quand le tribunal jugera que non, ce n'est pas fondé leur requête. Donc, je voudrais qu'on soit, quand on vient ici à la télé,
On ne vient pas se maquiller pour supporter un camp ou un autre. On dit la vérité telle qu'elle est. Je dis et je répète, on ne peut pas laisser quelqu'un battre campagne, être candidat, aller à l'élection, déposer ses voies de recours au niveau du Conseil constitutionnel et être débouté après pour commencer les organisations populaires insurrectionnelles sur le terrain et dire qu'il est un prisonnier politique. Non. C'est ce maquillage-là qu'il ne faut pas faire transmettre aux Camerounais. Et je continue de dire que l'Union européenne, j'y viens. Quand le grand Edmond, là maintenant c'est l'internationaliste qui parle, c'est le diplomate qui parle. Parce qu'à un moment donné, il est diplomate, il est consultant, il est MSC bis. Là maintenant c'est l'internationaliste consultant qui parle. Il dit, les 700 se sont réunis. Et ils indexent depuis quelques jours les 2 députés, eurodéputés, venant du Front National de la France, qui ont soutenu le gouvernement camerounais. Mais ils oublient que le Front National, l'extrême droite, n'est pas que présente en France. La même extrême droite est présente en Autriche, en Suisse, en Belgique, en Allemagne, à tout partout, et que ces députés-là ont soutenu leur résolution. Mais ils ne disent pas que non. Le Front National, l'extrême droite des autres pays a soutenu la résolution, mais les 2 qui ont osé se manifester, qui viennent de la France, qui ont soutenu le Cameroun, disent que les relations entre l'État du Cameroun et le Front National sont claires. Mais ils ont oublié carrément, avec une myopie terrible, une sélection indigne. Non. Les eurodéputés qui viennent du Front National français, qui ne sont que 2, d'après eux, ont soutenu l'État du Cameroun, alors que dans les signataires de la résolution finale, il y a aussi d'autres députés de l'extrême droite d'autres pays, et même de la même France. Donc je veux qu'à un moment donné, quand on vient sur un plateau de télévision, et qu'on essaye d'éclairer l'opinion internationale, l'opinion nationale qui nous suit, non sans pas quand même faire croire aux uns aux autres que non, je dois avoir raison, je veux dire que c'est parce qu'il faut maquiller la vérité. Je vais terminer par cette petite note, peut-être c'est du humour ou bien une anecdote, pour demander à nos eurodéputés, quand les ressortissants camerounais ici disent que eux, journalistes, M. Dupont-Arenas est un journaliste, M. Emmanuel Kanga parle en tant que journaliste, quand ils se meuvent sur le terrain pour essayer d'apporter la vérité des faits des terrains au niveau de l'espace public national et international, le gouvernement les empêche de travailler. Mais je tiens à leur dire que je voudrais aussi que vous vous insurgiez contre le fait que les États-Unis ont refusé tout mandat, tout visa, à quiconque, je dis bien à quiconque, quel que soit, qui aura envie d'enquêter sur les supposées, je dis bien supposées, exactions commises par les militaires français et les militaires américains sur le théâtre des opérations. Je voudrais aussi que vous insurgiez contre ça. Je voudrais que vous insurgiez contre Opération Barkhane, Opération L'Harmattan, Opération Boussole, de tous les militaires européens qui interviennent dans les champs de bataille internationaux, et que l'Union européenne refuse de donner mandat aux enquêteurs de la CPI, aux enquêteurs des ONG internationales, d'aller enquêter sur ce territoire. Et que c'est la même Union européenne aujourd'hui que vous applaudissez à vous rompre les doigts parce qu'elle indexe le Cameroun. Non, vous verrez, et je vous ai dit, la diplomatie est lancée, la diplomatie est lancée, la diplomatie est lancée, et vous verrez que quand le Parlement va se réunir prochainement, vous verrez que ce sera notre son de cloche. Pendant que le Parlement camerounais se réunisse, le président du Sénat a réagi dans un communiqué de presse. Il fait savoir que le Sénat du Cameroun s'insurge contre ces contre-vérités évoquées dans les résolutions du Parlement européen. Avec vous, Roland Djiou, cette sortie du président du Sénat du Cameroun dans un communiqué de presse qui critique les résolutions formulées dans la sortie du Parlement européen. Comment vous appréciez l'attitude du président du Sénat et son communiqué de presse? D'abord, je suis heureux que vous ayez indiqué qu'il s'agit du communiqué de presse du président du Sénat, parce que vos confrères, certains de vos confrères n'ont pas fait le même traitement. Ils ont voulu, comme, et là je suis d'accord avec M. Zanza, il ne faut pas enfumer les Camerounais. Certains ont fait croire que le Sénat avait pris position. Et c'est pour ça que j'indiquais tout à l'heure, avant de me rendre compte qu'il y avait une question là-dessus qui viendrait, que le Sénat est une institution composée de 100 personnes. Pour que le Sénat prenne position, il faut au minimum qu'il y ait une session. C'est-à-dire que les personnes composant ce Sénat se réunissent et prennent, non pas un communiqué, quand une instance délibérative, comme le Sénat se réunit, c'est pas pour prendre des communiqués, c'est pour prendre des résolutions. Le Sénat camerounais n'a pris aucune résolution sur la crise anglophone. Le Sénat camerounais n'a pris aucune résolution sur la situation sociopolitique. Ce qui est curieux. Alors même, et là je le dis à l'endroit des députés du SDF par exemple, qui
concernant l'Assemblée nationale avait demandé même avec... L'ouverture d'une enquête parlementaire. Non, pas simplement qu'il y ait une ouverture. Il voulait seulement qu'il y ait un débat à l'Assemblée nationale sur la crise anglophone. La majorité obèse de M. Zanzang et de ses amis a freiné des 4 fers pour qu'il n'y ait même pas le débat. Eux qui nous donnent des leçons de démocratie. Il n'y a pas eu de débat. Et aujourd'hui, curieusement, parce que l'Union européenne a parlé, vous savez, le complexe du colonisé, ceux qui font souvent comme s'ils donnent les leçons d'aliénation ou de désaliénation sont ceux-là même qui illustrent cela le plus possible. Vous savez, il y a quelques semaines, c'est la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui a rendu public un communiqué qui avait été signé il y a un mois. On n'a vu aucune réaction. C'est-à-dire que le gouvernement camerounais considère que ce sont ses collègues singes d'Afrique qui ont parlé, donc il n'y a pas lieu de leur répondre. Mais quand M. Tibor Nagui a donné l'impression qu'il venait au Cameroun régler une situation délicate, on les a entendus dire tout et n'importe quoi. Montrer les muscles pour dire non à l'ingérence, etc., à la condescendance, et j'en passe. Pareil aujourd'hui, on nous parle de l'ingérence de l'Union européenne. Et on voit tout un président du Sénat qui est silencieux depuis très longtemps sur cette situation-là. Il ne s'est pas exprimé du tout. Il n'a même pas dit qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques. C'est la première fois qu'il en parle. Et il en parle pourquoi? Eh bien, parce que le Parlement européen a pris une résolution. Qui est victime ici du complexe du colonisé, M. Noufele? Les téléspectateurs répondront à cette question eux-mêmes. De mon point de vue, donc, M. Niat Ndifendi Marcel a raté une belle occasion de faire œuvre d'histoire. Surtout qu'il est dans une chambre du Parlement où son compère, son aîné, vous savez, quand on est l'aîné de quelqu'un comme M. Niat, ça veut dire que c'est une prouesse. Son aîné au Sénat, le sénateur Moukete, lui aussi a jeté un pavé dans la mare. Mais il vous a pas échappé que personne n'y a répondu de manière officielle. Vous vous rendez compte? Même pas au Sénat. Ça n'a pas donné lieu à un débat. C'était une opinion. Donc, pour revenir vraiment à votre question, M. Niat Ndifendi a donné son opinion sur la sortie de l'Union européenne. Une opinion qu'il a le droit d'avoir, que nous respectons tout à fait, mais que nous considérons comme, on va dire, inopportune dans la mesure où il ne fait que rappeler ce que le gouvernement qu'il soutient rappelle aussi. Quand on met cela en perspective avec la sortie du ministre des Relations extérieures, ça ressemble à la même argumentation qu'on avait entendu le même ministre des Relations extérieures répondre à la Commission des droits de l'homme de l'ONU lorsqu'ils avaient été épinglés. À ce temps-là déjà, ouais, qu'on ne réagit que lorsque ça vient soit de l'ONU, soit de l'Union européenne, soit des États-Unis. On ne réagit qu'à ce moment-là. Je vais terminer avec quelques petites précisions, M. Noufele, je vous prie. Premièrement, tout à l'heure j'ai indiqué, et je remercie le consultant de m'avoir permis de l'interrompre, même si je m'en excuse. J'ai dit, dites-moi qui sont vos amis, je vous dirai qui vous êtes. Si les amis du Cameroun, parmi les députés européens, sont du Front National, cela est quand même préoccupant quand on sait quel est l'ancrage idéologique du Front National, M. Zang. Je n'ai pas dit qu'il n'y a que les députés français, que tous les députés français ont soutenu la position du Cameroun. Et vous m'interrompez à nouveau. Justement, c'est vraiment vos habitudes. Messieurs, je vous en prie, j'ai dit restons que les députés qui ont dit la position. Charles Lee et Roland, restons sur le fond du sujet. Je voudrais rappeler aux téléspectateurs, Roland, je vous prie, je vais rappeler aux téléspectateurs que le président du Sénat du Cameroun, à travers un communiqué de presse, a fait savoir que le gouvernement de la République reste ouvert au dialogue et a engagé des actions pour résoudre la crise anglophone. Pourtant, le Parlement européen déplore le manque de volonté des deux parties en conflit à s'engager dans des pourparlers de paix et menace de saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies si ce dialogue inclusif n'est pas organisé au Cameroun. Avec vous, pour qu'on puisse en parler, Alain Djipou, sur cette position à la fois du président du Sénat du Cameroun et le Parlement européen, deux perceptions différentes de la situation sociopolitique dans les régions anglophones. La posture de M. Niat n'est pas une posture d'une institution. Maître l'a brillamment relevé. C'est une opinion qui cadre avec l'idéologie qu'il défend. C'est-à-dire que depuis un certain temps,
le régime de Yaoundé nous fait savoir qu'à propos de la crise qui sévit dans le nord-ouest et le sud-ouest, il y a des solutions qui ont été apportées. Et ces solutions, à l'épreuve des faits, se sont révélées être des solutions d'ordre cosmétique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est pour cela que l'Union européenne s'en indigne, il n'y a pas une volonté véritablement d'instaurer le dialogue. Parlant de solutions, pour montrer à quel niveau de cynisme le régime nous a poussé, on met en place une commission de... Désarmement. Non, attendez, allons-y doucement. On va aller étape par étape. On met en place une commission de bilinguisme et de multiculturalisme. Comme si le problème anglophone relevait d'un manque de bilinguisme ou bien d'un manque d'absence de multiculturalisme. Donc ça, c'est une solution, une fausse solution à un vrai problème. On met sur pied une commission de désarmement, de démobilisation et de réinsertion. Comme si la crise avait été déjà étouffée, comme si les armes avaient été déposées. Il faut quand même aussi qu'on prenne connaissance de ce qui se passe ailleurs. Dans d'autres pays où on a vécu les mêmes situations de conflit, on a d'abord instauré un climat de paix avant d'inviter les gens à déposer. C'est le bon sens. Oui, c'est le bon sens. Merci de m'appuyer là-dessus. Donc on a vu ailleurs une volonté d'apaiser et de récupérer les armes qui sont à l'origine de l'instabilité. Bon, ici, on met la charrue avant le bœuf. On met une commission alors que les armes continuent de crépiter. Maintenant, depuis que cette commission existe, on nous fait croire qu'il y a des bandes armées qui ont déposé. Vous savez comment ça fonctionne. On nous a montré un Minat qui est allé sur le terrain et a organisé un one-man show où on voit des gens qui sortent de nulle part et estiment qu'ils étaient dans la forêt, ils étaient armés. Aujourd'hui, ils décident de réintégrer les rangs de la fameuse CDDR. Et le même Minat, pour rejoindre mes préoccupations de tout à l'heure, concernant la crise sociopolitique, on a vu la même autorité gouvernementale aller désigner des responsables des partis politiques dans ce pays. On a vu tout un communiqué qui disait que à tel parti politique, c'est le secrétaire général qui est tel autre parti, le secrétaire général c'est X, tel autre parti. Bref, on est dans quel cafarnaum? Quand nous parlons comme cela, on ne nous entend pas. Il va falloir que l'Union européenne sorte encore une autre résolution qui va frapper le Cameroun afin que les Niat et consorts se réveillent de leur sommeil pour commencer à prendre des communiqués et nous dire que le régime gère bien la crise anglophone, tout est nickel, il n'y a plus de problème, les armes ne donnent plus dans ces régions. Non, il ne faut pas qu'on se moque des Camerounais. Nous savons tous au quotidien ce qui se passe dans ce pays depuis 3 ans. Il n'y a pas une once de paix dans ces deux régions. Sur le plan économique, l'embryon du tissu économique qu'il y avait dans ces pays, tout est lapidé. La CDC ne fonctionne plus. Même les petits opérateurs, notre fameux Silicon Valley, aujourd'hui, est à la croisée de chemin, le Silicon Mountain. Hein? Aujourd'hui, les jeunes sont bloqués. Ça fait 3 ans qu'ils sont pratiquement dans une sorte d'année blanche. On n'avance pas, on ne recule pas. Et vous voulez que même nos voisins les plus proches ne s'en émeuvent pas, pourquoi? Et le Parlement européen qui demande à l'Union africaine et la Commission économique d'Afrique centrale qu'elle s'emploie à convaincre le Cameroun d'organiser des pourparlers de paix, sinon le sujet de la crise anglophone sera à l'ordre du jour d'une session du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et la réponse du président du Sénat dans un communiqué de presse qui fait savoir que le gouvernement reste ouvert au dialogue et a engagé une série d'actions visant à éteindre les braises ardentes de la crise anglophone. Edmond Kambia, sur ce regard croisé du président du Sénat du Cameroun et du Parlement européen sur la situation dans les régions anglophones, comment analysez-vous les différentes prises de position? Oui, je voudrais d'abord dire à M. Zanzan que je parle d'une seule voix. Je n'ai pas 2 casquettes. C'est le consultant qui parle. Non, je pense pas. Le consultant n'a aucune étiquette politique. Vous en avez. Maintenant, allez-y, vous avez la parole. Sur la question, je dois dire que
cette recommandation qui rentre pleinement dans la résolution qui a été faite par le Parlement européen vient à bon escient. Parce qu'il demande à l'Union africaine et à la CEMAC de jouer un peu les bons offices ou les médiateurs auprès du Cameroun pour nous aider, pour aider le Cameroun à résoudre la crise politique, sociopolitique et la crise anglophone en particulier. Mais je suis inquiet. Dites-moi pourquoi? Parce que le gouvernement est resté silencieux, religieusement silencieux, lorsque la Commission africaine des droits de l'homme a sorti son communiqué. Et ce n'est pas de nature à rassurer de sa collaboration vis-à-vis de l'Union africaine si demain la Commission africaine de l'Union africaine ou la présidence en exercice de l'Union africaine décide de mandater, j'allais dire, un groupe de travail de haut niveau, comme c'est de tradition, auprès du Cameroun. Je me demande si le gouvernement camerounais va recevoir le groupe de travail de haut niveau qui viendra à Yaoundé s'enquérir de la situation. Ça m'inquiète un peu. Parce que il eût fallu que le gouvernement ait une réaction franche, au moins sur le plan diplomatique, pour dire à l'Union africaine que nous avons pris acte du communiqué de la Commission africaine des droits de l'homme. C'est comme ça que ça se fait partout. Même si c'est la courtoisie en diplomatie. Même si vous n'êtes pas d'accord, prenez acte. Montrez à votre interlocuteur que vous avez quand même vu leur réaction. C'est comme ça que ça se passe dans tous les pays du monde. Quand on est un État civilisé, quand on est un État qui se proclame État de droit, il y a la courtoisie en droit, il y a la courtoisie en diplomatie. Ça, c'est un. Maintenant, en ce qui concerne la CEMAC, est-ce que la CEMAC peut servir d'interface? Oui et non. Oui, parce que les conséquences économiques et financières sont terribles depuis 3 ans avec la crise anglophone. C'est en centaines de milliards. C'est les industries, c'est les PME qui se ferment. C'est le secteur informel qui a disparu dans le nord-ouest et le sud-ouest. Tout à l'heure, M. Dipou parlait de la CDC. Oui, c'est vrai, elle risque de fermer. D'ailleurs, son directeur disait qu'il faut recapitaliser et redonner de la confiance aux employés pour qu'ils reviennent travailler. Donc la CEMAC peut jouer un rôle important en tant que Commission économique et monétaire des États de l'Afrique centrale au niveau des enjeux dans la sous-région, oui. Maintenant, j'ai dit non également. Pourquoi non? J'ai dit non parce que les relations entre le Cameroun et les autres États membres de la CEMAC ne sont pas toujours de bon augure sur tous les sujets. Rappelez-vous, le dernier sommet à N'Djamena, le chef de l'État n'y était pas. Et curieusement, je disais tantôt que sur le plan diplomatique, on ne s'amuse pas. C'est très important. C'est à N'Djamena où le chef de l'État n'était pas présent que nous avons reçu, nous, le Cameroun, la présidence en exercice. Vous voyez, les autres sont conscients de notre rôle. Nous respectent. Les autres États membres respectent le Cameroun. Malgré l'absence du chef de l'État, on nous permet d'avoir le rôle de président en exercice. Je peux vous dire, dans d'autres regroupements, dans d'autres institutions intercontinentales ou régionales, ce n'est pas possible. Vous ne venez pas, vous ne pouvez pas, votre pays ne peut pas avoir la présidence en exercice, ça se fait nulle part. Donc il faudrait au moins que le Cameroun ramène un peu son orgueil au niveau où il peut collaborer et discuter avec ses pairs de l'Union africaine comme avec ses pairs de la CEMAC. Le président du Sénat a réagi au Parlement européen. Il estime que ce sont des contre-vérités qui sont évoquées dans les résolutions du Parlement européen concernant la situation sociopolitique du Cameroun et la situation sécuritaire. Et le Parlement européen qui menace d'aller jusqu'au Conseil de sécurité des Nations Unies pour poser le problème de la crise anglophone. Quels seraient les mécanismes de saisine du Conseil de sécurité des Nations Unies concernant la crise anglophone? Edmond Kambia. Je l'ai toujours dit sur ce plateau, à plusieurs éditions d'ailleurs, que si le Cameroun, si le gouvernement ne se rattrape pas, ne règle pas rapidement cette crise anglophone, il va en pâtir. Les conséquences seront grandes sur le plan diplomatique. Et ces conséquences ont commencé. J'ai dit, les conséquences diplomatiques ont déjà commencé. Par exemple? Donne-moi des exemples. Ça commence par l'interpellation. Nous sommes dans la phase d'interpellation. Vous avez dit que ça a le commencé. Cameroun est interpellé. Ah, ok. Est interpellé. J'espère que je vais Écoutez, même pas la monsieur parole que lui. Je vous en prie. Je pourrais vous laisser la parole, vous allez- monsieur. Non, vous je allez vais vous pouvoir répondre. réagir. Je vous en prie. Edmond, Ok. expliquez-nous, je vous en prie, Écoutez, au moins, les cet éclairage. Non, ce n'est de pas un pression éclairage, qui c'est un peuvent être aboutissement. exercés sur le Cameroun. Nous sommes déjà Car- interpellés. C'est la phase Nous d'interpellation. sommes d'accord. Et plusieurs institutions, sur le plan africain,
sur le plan européen, sur le plan bilatéral, coopération Cameroun-États-Unis, la coopération multilatérale avec l'Union africaine, avec l'Union européenne, nous sommes déjà interpellés, c'est la phase d'interpellation. La deuxième phase, qui risque d'être amorcée, et comme le Parlement européen l'a dit, il est possible que ce débat soit porté de manière officielle, je dis bien de manière officielle, au Conseil de sécurité de l'ONU. Et le Conseil de sécurité est constitué de 2 instances. Il y a l'instance des 15 membres, composée des 5 permanents et des 10 non permanents. Mais la question, parce qu'elle est gravissime, sera d'abord débattue, comme cela a déjà été dans les conseils de sécurité précédents, il faut le dire. La question est déjà débattue au niveau du Conseil de sécurité de manière globale. Le danger ici, c'est que ce soit débattu désormais entre les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. C'est de ça qu'il s'agit dans la résolution. C'est que ce sera porté devant les 5 membres du Conseil de sécurité qui sont constitués de pays amis également. Hein. C'est les États-Unis, c'est le Royaume-Uni, c'est la France, c'est la Chine et la Russie. Ils sont des amis du Cameroun, ils sont des partenaires. Ne prêtez pas les mots. Je vous en prie, Charles. Non, permettez à Edmond d'y aller jusqu'au bout. Soyons disciplinés, messieurs. Et lorsque la question sera portée à ce niveau, si le gouvernement ne s'empresse pas de mettre en application ce qui lui est recommandé dans la résolution du Parlement européen, les 5 membres vont débattre de la question. Et au sortir de ce débat, il y aura probablement une résolution qui sera adoptée. Si les 5 membres sont d'accord, la résolution sera adoptée et elle sera appliquée. Si avec les... Oui, ici personne ne s'oppose. S'il n'y a pas un veto d'un des membres, ça il faut le dire. Alors sur la question du dialogue, justement, l'urgence du dialogue sur le théâtre de la crise anglophone, le président du Sénat, dans son communiqué, fait savoir au Parlement européen que le gouvernement est ouvert au dialogue et que des actions ont été menées pour résoudre cette crise anglophone. Charles Élizan, sur la sortie du président du Sénat, qui fait savoir que le Sénat de la République du Cameroun défend l'action gouvernementale et déplore une certaine machination qui est orchestrée contre le Cameroun concernant sa situation politique et sécuritaire. La difficulté que j'ai, messieurs, c'est de nous faire laisser de parler après 3 personnes. De parler après un représentant dûment connu du MSC, cette fois-ci, on n'a pas dit que de la société civile, un journaliste qui s'apparente au MSC bis, et un consultant qui s'apparente au MSC. Sur le fond sur le fond maintenant, vous me laissez parler. Allez-y, faites un peu comme cet enseignant-là qui donne un devoir à un élève, il le laisse composer, il donne 0 à la fin. Je voudrais dire ici qu'un journaliste, et si émérite que M. Djipo a dit ici que le tribunal militaire ne juge pas les civils. Je vais laisser mettre dans sa conscience de lui répondre. Je suis d'accord. Il a dit ici que le tribunal militaire n'a pas à déporter les gens des autres villes pour le siège qui est au capitaine national à Yaoundé, que maître lui répondre selon sa conscience. Je vous laisse entre vous. Bon, il a parlé aussi de préalable de paix. Il a cité des exemples. Il voudrait qu'il me donne l'exemple d'un préalable de paix dans un pays qui a eu un conflit interne où il n'y a pas d'abord eu dépôt intégral des armes de la part des insurgés. La Centrafrique nous parle. J'ai pris note. J'ai pris note. Maintenant, allons-y. Je voudrais lui faire comprendre, je voudrais dire aux autres que, ce n'est pas en disant que la Centrafrique, vous avez dit quoi que ce soit. Les gens déposent les armes, ce n'est pas l'armée qui dépose les armes, c'est les insurgés qui déposent d'abord les armes. C'est clair. Nous n'avons pas donné les autres, vous avez dit la Centrafrique, c'est de Bon, je voudrais dire ici que, monsieur, en parlant du Sénat, monsieur Kamgi a dit que on a fait une faveur au Cameroun de désigner Paul Biya, président de l'exercice de la CEMAC. Non, c'est une rotation. Ce n'est pas un droit qu'on a fait au Cameroun. C'est une résolution justement de la CEMAC qui veut que la présidence soit tournante et le tout revenait au Cameroun. C'est tout. Que Paul Biya ait été présent ou pas, le tout revenait au Cameroun. Deuxième chose, il y a ce qu'on appelle le principe de représentativité. Ça veut tout simplement dire que si le directeur général d'Equinox, cette grande chaîne de télévision, n'est pas là, il peut donner mandat au directeur général adjoint de le représenter et ainsi de suite, et ainsi de suite. Le premier ministre chef du gouvernement était au sommet de N'Djamena sur représentation du président de la République. Il était là-bas comme le président de la République. Encore que ce n'était pas le seul qui était absent, Paul Biya, d'autres étaient absents pour des raisons multiples. Ça n'a rien à voir avec l'absence de Paul Biya. La diplomatie internationale du Cameroun ne souffre de rien. La diplomatie internationale du Cameroun ne souffle de rien et je pense au même moment
que le Parlement de l'Union européenne prend des résolutions, ce qui enchante certains, jusqu'à les mettre en extase. Au même moment, l'une des 5 personnes qui représentent le système financier des Nations Unies est au Cameroun, Vera Songé. En passant, c'est une Camerounaise, elle est au Cameroun. Mais ces mêmes gens ont tout fait de biaiser son arrivée au Cameroun par une histoire de croisement des pieds devant le chef de l'État. Mais on a oublié tout à fait ce qu'elle est venue faire au Cameroun. Comment se fait-il qu'au moment où certains estiment que le Cameroun est en train d'être mis au banc des accusés des normes internationales, un haut représentant de ce système arrive au Cameroun? Il faut que les gens comprennent ce qu'on appelle la diplomatie. La deuxième chose que je voulais dire aux uns aux autres ici, c'est que, au même moment qu'ils nous parlent de cette diplomatie moribonde du Cameroun, le Cameroun continue à récolter des lauriers au niveau international. Je voudrais dire à M. heureusement qu'il s'est corrigé dès la fin en me jetant un regard en parlant du droit de veto. Quand l'Union européenne, le Parlement ou l'Union européenne portera ses résolutions au niveau du Conseil de sécurité, il a parlé de 2 ans. Est-ce qu'il faut en arriver là, Charles J'y arrive. Au Conseil de sécurité des Nations Unies, le Parlement européen estime qu'il y a un manque de dialogue. Le gouvernement, lui, il dit qu'il est ouvert au dialogue. Alors, comment faire pour que la crise anglophone s'estompe enfin, 3 ans après cette escalade de violence? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je rappelle aux Camerounais que les relations entre le Cameroun et l'Union européenne ne sont pas les relations entre le Cameroun et la France. Ne sont pas les relations entre le Cameroun et la Belgique. Ne sont pas le Cameroun dans ces relations avec les 27 États qui composent l'Union européenne. Il faut qu'on soit d'abord clair. Et de même, l'armement, le business des armes. Est-ce que parce que les eurodéputés ont pris une décision, une résolution, on prend ça comme on veut, va empêcher à Dassault et consorts qui vendent les armes de continuer à fournir par le boulevard qu'ils ont ouvert par la Libye? Dans leur résolution fantôme là, en ouvrant un boulevard qui a créé toute cette insécurité à partir de la Méditerranée jusqu'au Cameroun, jusqu'au port du Tchad, jusqu'au Cameroun. Est-ce que ça va empêcher que les armes continuent de circuler? L'Afrique ne fabrique pas les armes. C'est eux qui fabriquent les armes. Est-ce que ça va empêcher que les business entre la CEMAC et l'Union européenne continuent de ne pas avancer? Est-ce que ça va empêcher que Bolloré ne vienne plus en Afrique investir parce qu'on a parlé de résolution? Non. On ne va pas arriver là. On ne va pas arriver là. Vous savez pourquoi? Parce qu'au même moment de ce qu'on en parle du Conseil qui ont le droit de veto, vous savez ce qui s'est passé avec l'affaire de la Libye, de l'Iran, de Saddam Hussein, tout ça? Quand ça arrive au niveau du Conseil de sécurité et que les 5 membres, il y a toujours droit de veto de la part de la Russie ou de la Chine, ils vont contourner en passant par une résolution de l'OTAN. Et c'est ce qu'ils vont faire. C'est-à-dire, et je suis outré de voir ici que des gens sont contents de ce qui arrive, alors qu'en prenant les exemples ailleurs, ça devrait nous interpeller. Est-ce qu'on va arriver? Il s'agit tout simplement d'un reformatage des rapports entre États et les institutions en Europe. L'Europe se meurt, l'Amérique se meurt parce qu'il n'y a plus de matières premières, il n'y a plus de richesse en tant que tel. Mais le Parlement européen estime également que la situation se détériore au Cameroun. Ouais, sur la question relative aux régions du nord-ouest et du sud-ouest, le Cameroun a ratifié un certain nombre d'accords internationaux. La situation humanitaire interpelle à la fois le Cameroun et ses partenaires au nom du droit humanitaire international. Est-ce que sur cette question relative au dialogue qui est appelé depuis de nombreuses années entre les différentes parties engagées dans cette guerre, est-ce que au sein du gouvernement, il y a des dispositions qui sont prises pour aller vers ce dialogue? C'est du nous-fêlé. On ne peut pas demander à l'État du Cameroun d'ouvrir un dialogue avec des insurgés et les mettre sur la même balance. Alors là, vous avez définitivement mis à terre l'État du Cameroun. Ça veut dire que l'État n'existe plus. Que les insurgés déposent les armes, c'est simple. Et on attend maintenant la phase du dialogue. C'est la condition préalable. Si les insurgés déposent les armes, je suis certain qu'il y aura amorce du dialogue. C'est tout ce que le président de la République a demandé. Alors je suis surpris ici qu'on nous parle que non. Est-ce que vous voulez que c'est l'armée camerounaise régulière qui dépose les armes et qu'eux ils continuent à avoir les armes comme ils veulent et on discute? Non. Dans tous les préalables à la paix dans le monde, les insurgés qui n'ont pas, je dis bien qui n'ont peut-être pas tort, mais qui n'ont pas la force légale de détenir les armes contre la nation, déposent d'abord. Et maintenant, l'armée régulière commence à se retirer progressivement des zones en conflit et on amorce le dialogue. Voilà le préalable. Voilà le préalable. Et c'est simple. Et justement, j'aurais aimé que l'Union européenne nous aide dans ce sens-là.
Qu'elle arrête par des circuits tortueux de fournir les armes aux insurgés. Qu'elle arrête. Attention, vous êtes en train de donner une accusation Justement, oui, interpellant une institution de l'Union européenne. Écoutez-moi très bien. Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous dites? Justement. Le gouvernement n'a pas officiellement évoqué cette question relative aux armes. Vous allez me demander, j'ai une question à vous poser, monsieur Noufélé. Vous savez que dans la diplomatie internationale et dans le renseignement, il y a des informations qui ne sortent pas, qui ne fusent pas. Il y a une question simple à poser. Je sais pas qui s'en poser. Où est-ce que ces insurgés prennent les armes? Si ce n'est pas les puissances étrangères, qu'elles soient américaines, européennes, c'est pas moi, asiatiques, mais africaines, qui leur fournissent en armes. Ils prennent ces armes où? Vous avez déjà vu la qualité d'arsenal militaire qu'on nous dévoile quand on arrête ces gars? Vous avez déjà vu? Donc, je voudrais juste faire comprendre aux uns aux autres que l'Union européenne n'est pas opposée au Cameroun. L'Union européenne est un partenaire traditionnel au Cameroun, mais l'Union européenne devrait aider le Cameroun dans la résolution de ce conflit. L'État du Cameroun a été interpellé. L'État du Cameroun a pris acte à travers la réponse du ministère des Affaires extérieures qui est dans son droit. Et l'État du Cameroun va passer à la phase offensive d'explication de ce qui se passe. Et je vous ai dit ici que vous verrez que par après, la manière de penser les choses ne sera plus la même. Puisque, je vous le dis ici, c'est beaucoup de hauts responsables au niveau international sont arrivés au Cameroun avec des a priori et sont repartis plutôt avec d'autres manières. Vous avez évoqué là tout à l'heure les conditions préalables, selon vous, afin de pouvoir mettre sur pied ce dialogue tant attendu sur le théâtre de la crise anglophone. Maître Roland Djimou, il faut d'abord, selon Charles Lison, que ces différents groupes armés déposent les armes avant qu'il puisse y avoir une once de dialogue entre le gouvernement et certaines parties engagées sur le théâtre du conflit. Monsieur Noufélé, l'histoire des autres pays nous enseigne que quand on parle de cessez-le-feu, c'est une chose qui se négocie. Ça ne se décrète pas. Si le cessez-le-feu se décrétait, on aurait simplement eu besoin de se placer devant un plateau de télévision et de dire cessez-le-feu. Même, vous connaissez la situation en Palestine et en Israël. Le cessez-le-feu se négocie là-bas chaque jour entre l'Israël, l'État d'Israël, et ce qu'on peut appeler une bande armée, parce que le Hamas ou le Fatah en Palestine ne sont pas des États. Mais le cessez-le-feu se négocie entre ces deux entités-là pour obtenir parfois des couloirs humanitaires, pour parfois obtenir l'aide humanitaire pour les victimes, etc., etc. Quand je le dis, je ne suis pas en train de dire que je suis d'accord avec le sécessionnisme ou les mouvements sécessionnistes. Sauf que, monsieur Zhang, c'est un fait, qu'on le veuille ou pas. Quand il y a une situation de belligérance quelque part, le retour à la paix s'obtient de deux façons. Soit il y a une victoire militaire, ce qui dans le cas d'espèce semble encore loin, malgré les assurances de ces Camerounais-là qui considèrent que leurs frères, contre qui ils ne sont pas d'accord, doivent simplement disparaître sous le feu des canons. Soit la négociation, soit le dialogue. Et c'est ce à quoi la communauté internationale et l'ONU, dont la mission depuis 1945 est d'assurer la paix et la sécurité internationale. Elle est dans son rôle, cette communauté internationale, lorsque elle dit il faut dialoguer pour obtenir une paix durable et sincère. C'est donc pour ça que je dis, on a mis la charrue avant les bœufs et on ne fait que ça au Cameroun. On ne fait que des cosméticismes. Je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure par M. Zan lorsqu'il parlait de la loi antiterroriste et qu'il disait que l'Union européenne fait un amalgame. J'aimerais lui poser la question de savoir si M. Félix Kongo Agbobala avait été arrêté pour autre chose que pour acte de terrorisme. Pourtant, précisément, en ce qui le concerne, c'est une question rhétorique. Ok, faites-vous plaisir. Je vous en prie. En ce qui le concerne précisément, il faisait partie de ce que vous avez appelé les acteurs des revendications socio-professionnelles. C'est pas ce qu'il a dit. J'ai dit vous. Excusez-nous, maître. Très bien. Je vais poser deux questions. Excusez-nous. Est-ce que tu me l'as mis pour juger les civils? Charles Lee, laissez Roland aller. Vous allez réagir après. Roland, allez-y. Alors, pour quelqu'un qui faisait des revendications socio-professionnelles, comme Félix Kongo Agbobala, mon confrère, il a fait l'objet de poursuites pour actes de terrorisme aux côtés de M. Fontemneba à Forteka. Ça ressemble à ce qui se passait dans les années 66.
on parlait de subversion chaque fois que quelqu'un avait une opinion contraire à l'opinion régime. principale. Et vous, je vous informe que les médias au Cameroun, pendant une certaine période, avaient interdiction formelle de parler de fédéralisme. Oui. C'était la réponse à la question. c'était assimilé. Un cours d'histoire. C'était assimilé au terrorisme. Et pour votre gouvernement, je ne suis pas venu répondre à votre question. Je savais. Vous ne pouvez que J'indique simplement que pouvez que l'Union fuir. européenne souligne le fait qu'on a une instrumentalisation. On a une instrumentalisation des lois. Possible. Parfois la loi antiterroriste, parfois celle qui organise le tribunal militaire, qu'on sait contraire à la Constitution et aux instruments internationaux que nous avons ratifiés. Parce que pour vous aider, si vous y tenez tant, J'y tiens. M. Zang, Je vais apprendre. en droit, il y a ce qu'on appelle, et vous le savez, la hiérarchie des normes juridiques. C'est-à-dire qu'une norme inférieure ne peut pas être contraire à une norme supérieure. Est-ce que le tribunal militaire Je vous en prie, Charles. Avançons dans le débat, messieurs. Permettez à Roland, Charles Lee, nous n'en sommes plus là. Permettez à Roland d'aller jusqu'au bout de son analyse et vous allez réagir. Charles Lee, je vous en prie. Une norme inférieure ne saurait être contraire à une norme supérieure et continuer de s'appliquer. Mais je ne vais pas aller plus loin, je vais simplement vous dire que, étant donné, considérant ce que je viens de dire, compulsant le droit positif en vigueur au Cameroun actuellement, alors les juridictions militaires ne peuvent pas juger les civils conformément au droit positif en vigueur. Maintenant, si vous voulez comprendre ce que veut dire droit positif, vous avez plusieurs moyens. Il y a la problématique. Charles Lee, il y a la problématique de la crise anglophone. Vous avez suivi Charles Lisan qui estime que ce sont d'abord les insurgés qui doivent déposer les armes et qu'on n'arrivera pas aux sanctions à l'encontre du gouvernement camerounais parce qu'il reste engagé et constant dans ses décisions prises pour résoudre cette crise anglophone. Je dois vraiment vous indiquer que je suis admiratif de la qualité de cet argumentaire. Parce que il faut avoir un certain niveau d'élévation pour réussir à dire ça. Ce que j'entends là, c'est que, oh, ne vous inquiétez pas. Nous, on sait comment on va faire pour que cela ne donne jamais rien. L'Union européenne, de toutes les façons, c'est un coup d'épée dans l'eau. Et puis, même si ça arrive au Conseil de sécurité des Nations Unies, nous avons de bons rapports avec la France. Je suis heureux d'ailleurs qu'il nous indique que Dassault pourrait être impliqué dans les rapports militaires entre le Cameroun et la France. Je suis heureux que ce soit sorti de sa bouche. Ça nous indique à suffire qui est celui qui a vendu le Cameroun à l'étranger, aux puissances, parce qu'on fait souvent comme si le mal, l'enfer, c'est les autres. J'indique donc que j'ai entendu ces jours-ci au Cameroun l'idée du thé chinois. Quand on invite avec insistance les gens au Cameroun, peut-être qu'on veut leur faire goûter au thé chinois, parce que ça semble changer les opinions des uns et des autres. Non, pour être plus sérieux. Pour être plus sérieux, donc, je disais que les mécanismes diplomatiques sont à l'œuvre. Je ne suis pas un devin pour dire si ça va aboutir ou pas. Mais j'observe que l'histoire des pays amis et autres étrangers nous enseigne que c'est des processus qui en général sont irréversibles. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons toujours insisté pour dire que pourquoi faut-il attendre que les autres, la communauté internationale, les puissances s'y mixent ou se mêlent de nos affaires pour qu'on les résolve? Le bon sens aurait voulu simplement qu'en famille, et cela est conforme à la tradition africaine, de l'arbre à palabre, que l'on s'asseye autour d'une table et que l'on décide de se parler franchement et de résoudre nos problèmes profondément. Mais quand on ne le fait pas, les années passent. Parce que je dois quand même indiquer à ceux qui nous regardent que c'est grave, 3 années de crise, c'est grave. Sur le plan économique, on l'a dit suffisamment sur ce plateau, mais sur le plan humain, Monsieur Noufele, 3 années, c'est un enfant qui est en mesure d'aller à l'école. Donc 3 années de perdu, c'est extrêmement grave. 3 années dans la brousse, c'est extrêmement grave. 3 années de désorganisation de millions de vies, c'est quelque chose d'assez grave. Pour qu'on continue d'avoir ce genre de discours qui consiste à dire « courez toujours, il n'y a rien à regarder, de toutes les façons, la diplomatie camerounaise est au beau fixe, tout est parfait ». Alors le Parlement européen qui insiste sur des pourparlers de paix et le président du Sénat qui répond le gouvernement est toujours ouvert au dialogue et a déjà engagé des actions visant à résoudre cette crise anglophone. Et pourtant, il y a une menace de porter ce sujet devant le Conseil de sécurité des Nations Unies allant d'Ipou à quoi s'exposerait le Cameroun
avec cette volonté des partenaires du Cameroun de porter ce problème de la crise anglophone devant le Conseil de sécurité des Nations Unies? Avant d'aller directement aux réponses à votre question, je voudrais quand même noter que il faut quand même que, à un moment donné, que l'on fasse même un rétro-pédalage pour observer qu'après 3 ans, l'option militaire n'a pas réglé le problème. Et donc, au vu de la dégradation du climat socio-politique dans ces régions-là, il est plus que urgent de convoquer ce dialogue inclusif. C'est la posture de l'Union européenne. Ce n'est pas une posture nouvelle en soi. Tous les Camerounais épris de paix veulent qu'on aille au dialogue. Je ne sais pas pourquoi ça gêne tellement le régime de Yaoundé d'appeler toutes les parties prenantes du conflit anglophone autour d'une table pour examiner le problème et de... Le président de la République a d'abord demandé à ces groupes armés de déposer les armes. Il ne s'agit pas de cela. Préalable du gouvernement avant d'aller au dialogue. Je crois que Maître Diou vous a expliqué un peu le schéma. Expliquez-moi. Le schéma est connu, c'est-à-dire ceux qui veulent partitionner le pays, c'est les Camerounais. C'est pas, l'ennemi n'est pas externe. L'ennemi ne vient pas de l'extérieur. L'ennemi est dans la maison. Ce sont nos frères. Ils ont simplement envie d'exprimer leur volonté, leur mal-être, parce qu'ils se sentent marginalisés, ne se reconnaissent plus dans l'état du Cameroun. Alors, en père de la nation, le chef de l'État aurait dû leur dire, mes enfants, venez, qu'est-ce qui ne va pas? Leur prêter une oreille attentive à leurs problèmes et trouver une solution définitive. Et puis, basta, on n'en serait plus là. Voilà 3 ans que cela dure. Maintenant, pour revenir à la question de ce à quoi s'attend et s'expose au Cameroun après la démarche interpellative. Naturellement, c'est les sanctions. Les sanctions peuvent être de plusieurs natures. Edmond va sûrement élaborer mieux que moi comme par hasard. Dans ce domaine-là, lui qui est diplomate par ailleurs. Mais je sais que, entre autres, au plan politique, on peut isoler le Cameroun. Au plan diplomatique, on peut isoler le Cameroun. Au plan économique, les conséquences peuvent aussi être désastreuses pour nous qui cherchons à être émergents. Ceux qui sont aujourd'hui ceux qui voudraient voir le pays organiser un dialogue autour de la crise sociopolitique sont des partenaires économiques du Cameroun, l'Union européenne, les grandes puissances. Bref, si sur le plan diplomatique, il y a mésentente, c'est pas sur le plan économique qu'il pourrait avoir évolution en harmonie. Pour dire que ces puissances sont à mesure de geler un certain nombre de faits, de relations économiques avec le Cameroun. Ces puissances qui nous viennent toujours en aide lorsque nous leur tendons la main pour financer soit un pont, soit une route, soit un machin. Ils peuvent nous couper les vifs. C'est pas pour dire que nous sommes essentiellement dépendants des puissances externes. Nous disons simplement que dans cette relation économique, dans cette coopération économique, le Cameroun peut payer le lourd tribut. Du fait, n'est-ce pas, de son entêtement à ne pas respecter les interpellations qu'on lui fait depuis des années. Et du fait, n'est-ce pas, de l'enlisement de cette crise qui perdure. Donc, pour me résumer, il y a des sanctions d'ordre économique, il y a des sanctions d'ordre diplomatique, il y a des sanctions d'ordre politique. Et il n'est pas exclu qu'au finish, qu'il y ait même des interventions militaires. C'est pas ce que l'on souhaite. Mais comme Yaoundé s'obstine sans tête même, à la limite, à ne pas provoquer les instances de dialogue républicains, autant pour moi, il faut donc qu'il soit à mesure d'accepter toutes les conséquences qui vont avec une telle posture. Pour démontrer que la situation politique du Cameroun est stable, un pays où règne l'unité, la cohésion sociale et un système de gouvernance décentralisé, le président du Sénat invite une délégation des parlementaires européens à séjourner au Cameroun. Edmond Kambia, cela va-t-il permettre de changer la donne concernant les interpellations qui sont contenues dans ces résolutions du Parlement européen sur l'urgence d'organiser un dialogue politique inclusif avec toutes les parties prenantes pour régler ces différentes crises qui sont observées au Cameroun? Je vais vous dire sincèrement que la sortie du
président du Sénat, est non seulement inopportune, mais elle est anachronique. D'abord anachronique parce que tout ce qu'il dit en termes de réponse au Parlement européen ne correspond pas à la réalité. C'est-à-dire que par rapport au vécu de la situation par les Camerounais, depuis 3 ans au moins, parce que lisez, que tout le monde lise le contenu de la résolution du Parlement européen, ce n'est pas différent, c'est vraiment une synthèse des différents communiqués et déclarations de la Commission de l'Union africaine, de la Commission de la Cour africaine des droits de l'homme, du communiqué de la Commission de l'Union européenne et des différents communiqués d'International Crisis Group, d'Amnesty International et d'autres organisations non gouvernementales internationales et camerounaises. C'est vraiment la synthèse. Il n'y a rien de nouveau véritablement. Donc quand ils disent qu'ils peuvent venir au Cameroun voir la réalité en séjournant, non, ce n'est pas ça. Ils ont déjà la réalité de la situation. Ils ont déjà la réalité. Pire. J'ai dit, oui, ils ont déjà la réalité de la situation. Pire, il y a des membres de l'ONU qui ont souhaité, qui ont demandé au gouvernement camerounais la possibilité... Le commissariat du droit des droits de l'homme de l'ONU. Oui, le haut commissariat des droits de l'homme de l'ONU. Dans le cadre des activités humanitaires, ils ont souhaité une descente officielle de manière permanente dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Cela ne leur a pas été accordé. C'est pas possible. Ce n'est pas en venant en quelques jours pour un séjour où que le miracle va se réaliser. J'ai dit c'est anachronique parce que les faits sont déjà connus. De deux, maintenant, sur le fond, le Parlement européen fait une résolution qui est contraignante dans nos rapports avec les différents États membres de cette institution. Il dit c'est contraignant dans les rapports entre le Cameroun et les différents États membres de l'institution. Ça, c'est deux. De deux, vous avez un communiqué, pas du Sénat, mais du président du Sénat. Et c'est important, comme l'ont relevé les autres panélistes sur ce plateau, parce que pour que ce soit le Sénat qui parle, il faut une session parlementaire, il faut des débats, il faut des discussions. Et depuis 3 ans, que la crise anglophone persiste, secoue, déstabilise l'économie du pays, déstabilise les familles, déstabilise le tissu socio-économique. On n'a jamais vu au niveau de l'ordre du jour du Parlement, que ce soit l'Assemblée nationale, que ce soit au niveau du Sénat, l'ouverture d'un débat sur la crise anglophone. Le seul fait qu'il n'y ait pas de débat, là où le débat doit avoir lieu, parce qu'effectivement, les parlementaires sont supposés être, d'après la Constitution, les représentants du peuple. Ils ont mandat pour parler au nom du peuple, sur les questions qui concernent le peuple. Mais, curieusement, malgré la sortie de Joseph Wirba, du SDF en son temps, malgré la récente sortie du doyen Tifon Moukete, il n'y a aucune lueur d'espoir qu'il y ait débat au sein du Parlement. Le chef de l'État aurait pu demander qu'il y ait une session extraordinaire. Il aurait pu demander qu'il y ait convocation du Parlement pour qu'il puisse s'adresser à la nation. Parce que c'est un problème grave qui dure depuis 3 ans et qui a des conséquences terribles. Aujourd'hui, je souhaite que le gouvernement nous donne l'état des morts sur le terrain militaire, sur le terrain au nord-ouest et au sud-ouest. Personne ne vous dira la vérité. On dit simplement qu'il y a plusieurs centaines de morts. Mais qui vous dit qu'il n'y a pas de milliers de morts? Il y en a qui parlent de centaines de milliers de morts. On n'a pas le chiffre exact. Les déplacés. Et les déplacés, c'est plus de 500 000. Et je disais récemment sur ce plateau qu'il n'y a pas que des déplacés anglophones. Il y a désormais des déplacés francophones. Au regard de ce tableau que vous venez de... Le tableau est noir. Comment sortir de cette crise anglophone? Le Parlement européen évoque la nécessité de lever l'interdiction pour le consortium de la société civile anglophone et également de soutenir la conférence anglophone qui est une initiative du cardinal Christian Toumi et d'autres religieux. Que faut-il d'autre pour que le Cameroun puisse amorcer le dialogue et éteindre les braises ardentes de cette crise? Il me semble que les propositions qui ont été faites par le Parlement européen ne sont pas de nouvelles propositions. C'est des propositions qui ont été formulées en interne. Et je pense que la moindre des choses que l'on pourrait faire serait de laisser le cardinal Christian Toumi et ses pères religieux, protestants et musulmans, engagés, réaliser ce qu'ils ont prévu comme conférence générale anglophone pour permettre aux ressortissants des régions du nord-ouest et du sud-ouest
de rassembler toutes leurs idées, de les updater, c'est-à-dire de les mettre à jour, de les réactualiser. Parce qu'il y a déjà eu la All Anglophone Conference de 93, il y en a eu à Buea d'abord, il y en a eu l'autre en 94 à Bamenda. Et aujourd'hui, il s'agit de faire le point. Et je suis heureux que, malgré le fait que cette conférence n'a pas eu lieu, les initiateurs ne dorment pas, ils travaillent sur le terrain, au Cameroun comme à l'étranger, en attendant l'autorisation officielle. Donc, ça c'est la première chose, que le cardinal puisse, avec ses pairs, organiser cette conférence-là. Ça c'est deux. La deuxième chose, c'est que si nous voulons, dans l'esprit des solutions consensuelles que nous avons eues dans ce pays, dans le dialogue politique, à partir de la tripartite qui s'est déroulée en octobre et novembre 1991, il était censé avoir une tripartite 2 pour faire le bilan de ce qui avait été fait comme résolution. Parce que l'un des points focaux de la tripartite 1, qui a pu être réalisé, même comme ça a été déformé, c'était la mise sur pied d'un conseil, d'un comité technique qui devait s'occuper de la Constitution. On a eu la Constitution. Malgré certaines dispositions qui posent problème, la Constitution est arrivée. Et voyez-vous, la même Constitution dont certaines dispositions ont été obtenues de manière consensuelle, certaines de ces dispositions ont été violées, notamment en 2008, lorsque une initiative du chef de l'État permet la suppression, la limitation du mandat présidentiel. C'était l'un des éléments du consensus qui avait été violé. Coup d'État contre l'alternance. Donc, il y a des choses comme ça qui méritent que l'on s'asseye sur la table pour débattre non seulement de la crise anglophone, mais également de la question de la réforme constitutionnelle, de la réforme concernant le code électoral pour qu'il y ait une solution consensuelle. Ils l'ont dit dans leur résolution sur du Parlement européen. Et ces résolutions du Parlement européen doivent être transmises au gouvernement John Gouttet qui célèbre ses 100 jours après la mise en place de ce gouvernement et la nomination de Joseph John Gouttet à la tête du gouvernement de la République. La presse est partagée entre des critiques sur l'inertie gouvernementale et le dynamisme vanté dans les éditions de Cameroun Tribune. Avec vous, Charles Élisant, 100 jours après la mise en place du gouvernement John Gouttet, comment appréciez-vous les actions qui ont été menées au moment où le président de la République a invité ce gouvernement à être plus audacieux, à davantage concrétiser les opportunités existantes au Cameroun? Comment voulez-vous qu'on apprécie l'action du gouvernement après 100 jours quand il y a des porteurs d'opinion qui estiment que il faut que l'armée dépose les armes et que les autres continuent à porter les armes? Pour qu'il y ait une action gouvernementale sur le terrain propre, qui marche, il faudrait qu'il y ait la paix. Nous sommes d'abord d'accord. Et il y aura la paix quand ceux qui ont porté les armes contre la République vont les déposer. Ça, c'est le B à bas. Maintenant, comment voulons-nous que la All Anglophone Conference se tienne dans un lieu où on tire de gauche à droite? Comment voulez-vous que même le grand John Fundi ait perdu sa maison suite à un incendie que les gens là ont eu à mettre dans son domicile parce qu'il avait commencé à prendre des positions qui leur disaient que non, ce qu'on fait n'est pas clair? Comment voulez-vous qu'on apprécie la force de l'État du Cameroun, surtout au niveau du droit? Quand on pose une question simple à un avocat, et il nous sort un cours d'histoire et un cours de droit positif, où je n'ai même rien compris, mais en évitant de répondre à la question. C'est normal. Comment voulez-vous qu'on apprécie l'action du gouvernement de la République quand cela nous parle de traditions africaines qui voudraient qu'on respecte les aînés et on ne respecte pas les institutions? Mais il y a eu un conseil des ministres. Comment voulez-vous, le président de la République a instruit ce gouvernement de pouvoir mener des actions fortes visant à permettre aux Camerounais de voir je suis en train de répondre. Comment voulez-vous donc que ce gouvernement travaille quand il pose les actes et que ceux d'en face passent le temps à vouloir piétiner ces actes? Quelles sont ces actes, ces actions fortes? Par exemple, ne plus réprimander les malades indigents dans les hôpitaux. C'est un acte fort qui a été pris par le ministre de la Santé. À partir de 2019, totalité gratuite des soins sur le VIH-Sida. C'est un acte qui a été pris. À partir de 2020. 2020, excusez-moi, de janvier 2020. C'est un acte qui a été pris. Il faut espérer. Il dit qu'il faut espérer. Donc, je sais pas, le gouvernement, c'est-à-dire, c'est de ça qu'il s'agit. Laissons le gouvernement travailler. Ce que j'ai vu un premier ministre arriver à Douala quand les commerçants du marché Congo ont eu ce désastre-là. J'ai vu le premier ministre arriver à Douala,
causer avec les commerçants, aller sur le nouveau site de recasement, même comme entre guillemets, il y a des suppléments de la communauté urbaine, la rurale, deuxième. J'ai vu tout un premier ministre arriver. J'ai vu un premier ministre recevoir toutes les forces vives de la région du littoral ce jour. J'ai vu un premier ministre après le Cameroun Business Forum, avant la veille, qui était le dimanche, recevoir le président du JICAM, et après le Cameroun Business Forum, leur demander que, de vous à moi, après 18-19 éditions du Cameroun Business Forum, qu'est-ce qu'il faut faire de manière pratique pour que les choses aillent. Et je l'ai vu prendre les résolutions et les transmettre aux différents patrons de nos deux chambres bicamérales pour qu'ils instruisent cela comme des lois. J'ai vu un ministre de l'administration territoriale travailler. Vous connaissez le problème qu'il y a au Cameroun? Le problème qu'il y a au Cameroun, c'est que on a désormais des forces de médias qui, aujourd'hui, poussent les gens à s'intéresser aux individus et non aux actions qu'on porte. Si Antangandi pose un acte aujourd'hui et non, parce qu'on n'aime pas Antangandi, on ne verra pas l'acte qu'il a posé derrière, on dira que non, c'est Antangandi, c'est lui, non. Quand le ministre des Relations extérieures, dans l'affaire qui nous porte avec l'Union européenne, qui est notre partenaire, quand le ministre des Relations extérieures réagit, qui doit réagir? Je tiens à rappeler qu'au niveau international de la diplomatie, il y a 3 personnes qui devaient réagir. Soit l'ambassadeur, soit le ministre des Relations extérieures, soit le président de la République. C'est eux qui portent le message au niveau diplomatique du pays. Mais quand le ministre des Relations extérieures intervient, on dit que non, il ne devait pas le faire. Quand le président de l'Assemblée nationale du Sénat intervient, il a défendu. Il intervient un tout petit. Il a fait un communiqué. Et c'est ça pourquoi ici on a fait tout un procès sur ce qu'il a dit. Et on nous sort des choses, un GIA qui est calme depuis. Tout. Et c'est comme ça qu'on fonctionne au Cameroun. Nous qui sommes encore lucides, nous qui croyons au gouvernement de la République, le gouvernement de la République travaille tant bien que mal, selon le contexte qui est ici. Donnons-leur le temps de continuer à travailler et effectivement, il y a de l'audace, il y a de l'envie, mais là où je peux émettre un bémol, c'est qu'il leur faut encore plus de solidarité entre eux. Parce que c'est un point, nous avons certains ministres qui disent d'autres choses et d'autres disent autre chose. Il leur faut à ce niveau-là juste un moment de complémentarité, de solidarité gouvernementale et pour une fois, le président de la République a mis les hommes de terrain au travail. Plus de 100 jours après la mise en place du gouvernement John Gouté, avec vous, Roland Djiou, comment appréciez-vous les actions de ce gouvernement sur le terrain concernant les multiples crises vécues au Cameroun? Si j'avais la même intelligence que M. Zan, j'aurais dit comme lui que tout va bien et il n'y a rien à regarder. Mais quand même, soyons un peu plus sérieux. On a un gouvernement qui ressemble à, vous allez me pardonner l'expression, un groupe de danse. On a chacun qui fait sa danse, avec son pas de danse, selon sa guise, mais il n'y a rien de fondamentalement nouveau quant à la façon de fonctionner des gouvernements camerounais. On peut noter un certain activisme du nouveau Premier ministre, de M. Biyaki, il faut le rappeler. Elle a, après avoir perpétré un coup d'État électoral, un hold-up électoral. Mais là, c'est Dieu qui peut dire. Je vous en prie, messieurs, restons sur le sujet de fond. Allez-y, on a permettez à Roland de pouvoir s'exprimer et la liberté d'expression au Cameroun, liberté d'opinion publique, permettez-lui d'aller jusqu'au bout. Encore que lui, je vous en prie, Roland. En fait, comme je l'ai dit, il suffit souvent de pousser les gens à montrer leur vraie nature. On ressent ici que l'attitude de M. répondu à la question du tribunal militaire. Charles Elie, merci. Charles Elie, merci de respecter le temps de parole accordé à Roland. Charles Elie, on avance dans cette émission. Roland, vous avez la parole. Alors, pour M. Zan, oui, je vous écoute. Qui sait que je suis en général assez courtois à son égard, ne prêtez pas à l'opinion publique votre incompréhension de la notion de droit positif. Parce qu'il me semble que... Pas de gros mots, messieurs, pas de gros mots. Ne soyez plus. Charles Elie, pas de gros mots sur ce plateau. Il me semble que... Roland, on reste sur le sujet. Charles Elie, restons sur le sujet. Je vous en prie, Charles Elie, on reste sur le sujet concernant... Vous avez interrompu, il était en train de s'exprimer. Vous étiez en train d'évoquer les actions du Premier ministre et des autres membres du gouvernement 100 jours après la mise en place de ce gouvernement John Gouté. Je vous en prie, Roland, allez-y. Merci, Monsieur Noufele, de me redonner la parole après avoir été bruyamment interrompu par ceux qui ne veulent pas que l'opinion contraire s'exprime. Pour leur gouverne, je les invite à lire les dispositions de l'article 23, alinéa 4, et alinéa 5 de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Quand ils auront fini cela, ils comprendront ce qu'on appelle coup d'État électoral. Ils comprendront ce qu'on appelle
recomptage. Ils comprendront ce qu'on appelle hold-up électoral. Une fois que j'ai dit ça, je poursuis mon propos là où je l'avais arrêté, en disant que ce gouvernement, on peut observer effectivement un certain activisme de M. Dion Ngouté. C'est tout à son honneur, faut le dire aussi. Mais est-ce que ça ressemble à ce on appelait en France un gouvernement d'inauguration des chrysanthèmes? Parce que, voyez-vous, qu'est-ce qu'ils ont à faire, ce gouvernement, ces membres du gouvernement? Quelle est leur feuille de route? Quels sont leurs objectifs? Qu'est-ce qu'ils sont censés atteindre comme objectif? On voit un ministre des enseignements secondaires débarquer à Douala 2 semaines après un drame, se fondre en larmes alors que l'infortuné enfant a été enterré. On voit un premier ministre qui arrive sur le site de l'incendie du marché Congo, où d'ailleurs il n'y a eu aucune communication gouvernementale, ne serait-ce que pour s'indigner, mais on voit des communiqués de M. Biya lorsqu'il y a des accidents de train au Bangladesh, etc. On se pose la question de savoir, est-ce que ce gouvernement est le gouvernement du Cameroun? Est-ce qu'ils savent qu'il y a un pays qu'on appelle le Cameroun qui mérite quand même un peu mieux que ça? Donc, en ce qui me concerne, je n'ai pas grand-chose à dire en ce qui concerne un gouvernement d'abord illégitime et ensuite qui, malgré cette illégitimité, nous exécute quelque chose qui ressemble davantage à une danse. Après vous, Roland, maintenant j'aimerais, avec Alain Djipou, de pouvoir réagir sur ce gouvernement. 100 jours après la mise en place du gouvernement John Ngouté, comment appréciez-vous les actions menées sur le terrain, telles que prescrites par le chef de l'État lors du dernier Conseil des ministres, qui leur a demandé d'être plus audacieux et de pouvoir prendre des actions fortes pour résoudre les problèmes et améliorer les conditions de vie des Camerounais? C'est vrai qu'en 100 jours, on ne peut pas véritablement juger de manière objective tout un gouvernement. Mais en 100 jours, on peut quand même comprendre, interpréter les indices qui montrent qu'il y a une volonté d'impulser une certaine dynamique. Bon, sur ce cas précis, j'ai le sentiment que, au-delà de la platitude, si on est vraiment dans l'inertie, je vais prendre quelques exemples pour illustrer mon propos. Depuis un certain temps, la vie est de plus en plus chère au Cameroun. Aller dans les marchés, les prix flambent. Rien n'est fait concrètement pour que le citoyen lambda mange à sa faim. Rien n'est fait pour que le citoyen lambda se soigne normalement. Rien n'est fait pour que notre enfant aille à l'école dans des conditions idoines. Même à l'école, c'est l'insécurité. Donc, bref, il y a un certain nombre de problèmes d'ordre social qui minent encore le pays. Et chaque jour, c'est des discours, c'est des slogans, c'est on se croirait toujours dans le champ de la bataille politique avec des incantations qui n'ont aucune prise avec la réalité. Moi, je ne veux pas que l'on pense que ce gouvernement était un gouvernement fait pour inaugurer les chrysanthèmes, comme disait avec beaucoup d'ironie Maître Dieuou. Mais on ne voit pas véritablement une volonté qui se dégage derrière les actions que ce gouvernement mène. Il n'y a qu'à voir, que, en ce qui concerne même les infrastructures sportives, il n'y en a pas. Ne me prêtez pas les mots. Ah, ok. Non, je veux savoir. Prêtez-moi autre chose en dehors des mots, s'il vous plaît. Je vous ai parlé de bon sens. Alors, sur la question des infrastructures, s'il vous plaît, en dehors sur la question des infrastructures, on voit qu'il y a un blocage. Oui. Parce que si nous devions, par exemple, abriter la CAN en 2019, le Cameroun ne serait jamais prêt. Les preuves de fait, on voit. Les stades sont là, mais comment faire pour accéder les routes, les autres infrastructures qui accompagnent le projet ne sont pas prêtes. Et donc, dans ce méli-mélo, il y a comme beaucoup une odeur de détournement de fonds, les marchés de gré à gré. Personne ne dit rien. Et pour finir le tout, le chef de l'État dit il faut revoir le train de vie du gouvernement. Mais alors, mon Dieu, il faut aller voir le spectacle auquel on assiste au quotidien. Ça devient même insolent à la limite. Ces ministres se pavanent dans toutes les quatre coins de la République et même du monde avec l'argent du contribuable
pour résoudre, je sais pas moi quoi. Vraiment, je pense que M. Zan doit faire l'effort de se discipliner. Il faut que soyez un peu plus discipliné, s'il vous plaît. Donc, je finis en disant que on n'a pas le sentiment que entre le discours officiel et la réalité, il y a une certaine cohérence. Parce qu'effectivement, il y a pas mal de problèmes qui restent sans solution efficace. Et je parle parce que je suis au quotidien avec ces populations qui souffrent, ces populations qui sont en difficulté. Pour manger, pour aller à l'école, pour assouvir les besoins élémentaires. Merci, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous, Charles Elisan, d'être venu sur ce plateau. Merci à vous, Alain Djiprou. Merci également à Maître Roland Diouf. Merci à Edmond Kamgia d'être présent chaque dimanche. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi et merci de rester sur Equinox Télévision.